Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi d'avoir pu écouter Ali et Elodie auparavant, puisque j'ai appris énormément de choses. C'était passionnant. Et puis j'ai trouvé beaucoup d'échos avec les sujets sur lesquels moi-même je m'interroge. Donc on verra peut-être au cours de ces quelques moments qu'on va passer ensemble. Je voulais commencer avec cette image. En 1894, dans un lieu également majestueux, à la Sorbonne, Pierre de Coubertin propose une devise pour les Jeux Olympiques que vous connaissez sans doute: plus vite, plus haut, plus fort. J'ai repensé à toi en t'écoutant sur justement ce sujet qui est quelque chose de très humain. On essaie toujours de se dépasser, d'aller un cran plus loin. Mais aujourd'hui, il y a une question particulière qui se pose, c'est que dans cette course en avant, on a inventé des choses qui font la course avec nous, qui sont ce qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle, des robots, des machines, ce que vous voulez. On va pouvoir s'interroger ensemble sur justement, puisque c'était le sujet aujourd'hui, de ce qui est une forme d'intelligence. Mais en tout cas, ils font partie du paysage d'aujourd'hui. C'est un écosystème avec lequel on doit compter. Alors, en réfléchissant à ça et en préparant cette conférence, j'ai imaginé, sur un format un peu court, parce que c'était le temps dont nous disposions, mais une course entre l'homme et la machine, et en essayant de voir qui gagne, dans un premier temps, avant de développer. Alors, le premier exemple que j'ai en tête, c'est un exemple que vous connaissez, qui est évidemment celui de AlphaGo avec la victoire contre Licédol. Mais l'angle sous lequel je voulais prendre cette histoire, c'est un angle qui est pas encore extrêmement perçu. C'est tout ce qui a tourné autour de l'histoire du coup 37. La manière dont AlphaGo, la machine, a joué à ce moment-là. Et en fait, pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est que la machine n'a pas régurgité un apprentissage préalable sous une forme de coup rationnel. En fait, AlphaGo a fait preuve d'intuition. Et en faisant preuve d'intuition, elle était en train de dire à la personne contre laquelle elle jouait, en l'occurrence Licédol, en fait, je peux vraiment jouer avec toi. Et l'interprétation que je voudrais en faire, c'est que si on doit mettre un score justement dans la course à machine, pour la première fois, il y avait l'idée d'une symbiose possible entre l'homme et la machine. Donc je leur mettrais 1 à tous les deux. Parce que je vous renvoie peut-être à un article que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, qui était dans la Harvard Business Review, qui s'appelait How Intuition Can Beat Analytical Thinking. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur cet article. Et dans cet article, il est mis en avant le fait, et ça rebondit sur des éléments qui ont été dits par les intervenants précédents, mais c'est qu'on a toujours considéré que une des forces classiques d'intelligence était de procéder de manière rationnelle. Cet article, qui est lui-même fondé sur des études relativement plus vastes, que le condensé en 10 pages que j'ai pu lire, met en évidence le fait qu'il y a un certain nombre de circonstances, y compris dans des cas de management ou de leadership, dans lesquels en fait l'intuition va beaucoup plus vite. Pourquoi ? En 2 mots, parce que si vous réagissez de manière purement rationnelle, vous allez avoir les processus et des modes de fonctionnement de protection. Par exemple, je vais baquer ma décision pour m'assurer que, grosso modo, personne ne puisse m'en vouloir. Mais ce faisant, même si votre intuition vous conduisait dans une direction qui était bien plus logique et plus porteuse de sens et plus intelligente finalement, vous alliez prendre une décision contraire parce que c'est celle que vous pouviez rationaliser en vous assurant qu'on ne puisse pas vous en vouloir si par mégarde la décision était mauvaise. Donc on est en train nous-mêmes d'évoluer dans le champ de notre conscience et la manière dont nous apprenons les méthodologies de prise de décision. La machine fait un pas également vers nous de ce point de vue-là. Je trouve ça intéressant à constater. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous sur cette course figurée, c'est l'évolution des mécaniques de recrutement, avec notamment l'exemple il y a 2 ans chez Google. Donc Google, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite start-up qui a considéré, il y a de cela 1 an et demi, à peu près, qu'il manquait cruellement d'innovation. Et donc, ils ont décidé, en tout cas de manière expérimentale, sur un premier champ géographique, et apparemment c'est en train
d'infuser, de recruter totalement différemment. Le mode de recrutement initial était extrêmement simple et reposait sur une décision purement rationnelle. Concrètement, je prends les meilleurs des meilleures écoles, j'analyse la manière dont ils ont performé tout au long de leur vie scolaire. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le GPA, qui est en gros la note moyenne pondérée de l'ensemble des activités scolaires. Je prends les meilleurs, je les mets dans une salle, ils se sont dit, je les fais se battre entre eux, le meilleur gagne, rentre chez Google. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il manquait d'innovation. Ils se sont dit, on n'est plus suffisamment innovant. Et donc, ils ont décidé de tester une nouvelle méthode de recrutement en demandant aux candidats qui souhaitaient rentrer chez Google de pouvoir justifier de 3 qualités. La première, c'était le fait d'avoir pris des risques. La deuxième, c'était d'avoir échoué. Et la troisième, c'était d'avoir fait preuve de résilience. C'est-à-dire, ça te dit, j'ai échoué, mais j'essaie d'avancer. Et seuls les gens qui pouvaient grosso modo, proposer ce profil, dans le cadre de cette expérimentation, avait la possibilité de prétendre au poste qui était proposé, en l'occurrence par Google. Et donc on voit bien l'évolution qui consiste à se dire que les schémas normés qu'on a eus tout au long du XXe siècle notamment ne sont plus mécaniquement les plus efficients, et que si on essaie de continuer à accroître notre performance en tant qu'humain, je rejoins à la devise de Pierre de Coubertin, parce que c'est aussi le sens de notre mode de fonctionnement, eh bien, il faut éventuellement trouver des chemins d'accès différents, et l'un d'entre eux, c'est effectivement de se rapprocher de qualités dont auparavant on considérait qu'elles étaient à tout le moins secondaires. Donc, 2-1 pour l'homme. On est en train de gagner. Sémiologie, j'ai pensé à toi. Je voulais continuer cette petite causerie en faisant référence à Umberto Eco. Je ne sais pas qui d'entre vous dans la salle a lu Comment voyager avec un saumon. Une personne. Bon, donc c'est une série de nouvelles. Je voulais faire allusion à l'une d'entre elles pour faire une sorte de métaphore de, selon moi, le monde dans lequel on est en train de vivre. C'est une nouvelle dans laquelle Umberto Eco essaie d'imaginer, c'est un intellectuel, Umberto Eco, il essaye d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait faire une carte à l'échelle 1-1 du territoire. Et il s'interroge pendant 70 pages là-dessus. C'est effectivement relativement complexe, parce que si on met la carte trop haut, forcément l'échelle 1 est difficile à respecter. Si on la met trop bas, les montagnes la coupent. Enfin, vous imaginez le genre et le nombre de difficultés auxquelles se retrouve confronté notre ami Umberto. Alors moi je pense qu'en fait on l'a déjà réalisé. C'est qu'en fait on a déjà une carte à l'échelle 1 du territoire qui est le monde numérique qu'on a commencé à créer, dans lequel se retrouvent les petits robots que je mettais sur la page introductive et dont je parlais en le figurant notamment avec AlphaGo. Donc, selon moi, à ce stade, la vraie et unique question, et la seule question qui se pose, c'est moins qu'est-ce qu'il y a dans ce monde virtuel ou qu'est-ce qu'il y a dans ce monde réel. C'est la question de ce qu'on appelle en jargon les interfaces homme-machine. En gros, c'est les points de passage entre ces deux mondes. Comment est-ce qu'on les constitue pour qu'ils soient le plus pertinent possible, et comment est-ce qu'on répond à la question de ce monde qu'on est en train de créer, qu'on crée tous les jours, parce que cette carte numérique, c'est pour ça que je donnais cette image de l'œuvre de Umberto Eco qu'on est en train de constituer à toute vitesse, donc qui se remplit, il y a des immeubles, il y a des rues, enfin il y a des choses qui se construisent à toute vitesse. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle reste à notre service? On en revient à ton introduction, et non pas le contraire. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en symbiose avec ce monde que, on le veuille ou non, on est en train de créer? Vaste question. Et j'ai l'impression qu'on est en plus à notre époque, là on est en 2018, un peu un carrefour. Et il me semble qu'une intuition de réponse, c'est une intuition que le Time avait eue il y a quelques années lorsqu'ils ont fait cette une, c'est que seuls nous, en tant qu'êtres humains, sommes capables de choisir la direction vers laquelle nous souhaitons aller. Est-ce qu'on va créer un monde un peu dystopique dans lequel, vous avez tous vu des séries type Black Mirror, on peut ne pas être totalement en accord avec justement ces mondes qui sont proposés, ou est-ce qu'on arrive à se prendre en main pour justement explorer ces nouveaux territoires qui ont été explorés notamment par Ali, par Elodie. Comment est-ce qu'on prend conscience de nous-mêmes et de nos forces pour justement mettre à profit ces technologies qui sont en train d'arriver pour rester dans ce monde dans lequel j'aimerais bien progresser en yoga avec toi, si tu me le permets. Voilà, donc les questions se posent. Une expérience que j'ai menée l'année dernière, dont certains d'entre vous ont peut-être ou non entendu parler, parce qu'elle a fait un petit peu d'écho, mais on l'avait volontairement limitée dans un champ de l'ordre du laboratoire, c'est une expérience qui s'appelait Julien Le Tailleur. Pour contextualiser très brièvement, j'avais écrit un roman
qui parlait d'un énarque-cocaïnomane dont l'enjeu était de transformer les modes de fonctionnement démocratique, je caricature, vers une démocratie beaucoup plus liquide. Et en fait, l'expérience a consisté à extraire le héros de ce roman, qui s'appelait Julien Le Tailleur, hors des pages, et d'en faire un avatar virtuel, porte-voix des citoyens et candidat à la présidentielle en 2017. Donc si vous constatez son image, alors peut-être que la résolution n'est pas suffisante, mais vous vous rendez compte que son visage est constitué d'un certain nombre de visages. En fait, on avait mis en place un petit algorithme qui permettait, à chaque fois qu'une nouvelle personne participait au projet, de faire en sorte que sa tête figure à l'intérieur. L'idée initiale, c'était le questionnement du rapport de l'ego à l'exercice du pouvoir. Je pense que c'est un sujet dont vous pouvez imaginer qu'il est intéressant à traiter. Et donc justement, l'idée, c'était que cette personne virtuelle ne puisse pas se représenter lui-même, enfin n'ait pas conscience de lui-même suffisamment pour laisser la place à l'ensemble des gens qui l'animaient. C'était une expérience très intéressante dans laquelle on a abouti grosso modo à 3 convictions et qui vont faire l'objet d'expériences supplémentaires. En fait, ces 3 convictions, ces 3 paris. Pour qu'on soit le you que j'évoquais là, la une du Time, pour choisir le bon chemin, on voyait 3 points. Il y avait le pari de l'optimisme. Pas l'optimisme béat, genre le ciel est bleu, on est tous gentils, etc. Évidemment, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le cas, mais l'optimisme de la volonté. On avance et on essaie de se donner les moyens d'avancer dans des directions auxquelles on croit. Il y a un deuxième pari qu'on avait initialement nommé le pari de l'intelligence, mais qui est un terme complexe, l'intelligence, puisque ce pari-là, c'est un pari qui consistait justement à sortir de l'entre-soi. On est un peu entre nous Bernardin, c'est parfois complexe de pouvoir discuter avec tous. Donc le terme que j'aime plus associer, ce serait le pari de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on rend compréhensible l'information complexe ? Et on peut le faire aujourd'hui de manière beaucoup plus facile, aider justement de cette technologie, pour que chacun puisse se l'approprier. Mais à partir et donc ça peut engager d'autres formats. Vous voyez bien que les présentations qui sont faites devant vous aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était des slides avec 18 bullet points. Déjà, on a un peu progressé, mais il y a plein de moyens. Là, on est en train de faire une mission pour le ministère de l'Environnement sur les écoquartiers. Le format de rendu, au départ, le ministère de l'Environnement nous demandait un rapport de 100 pages. J'ai réussi à négocier que ce soit une BD. Le rapport 100 pages, peu de gens l'auraient lu. La BD, je pense qu'elle va être éventuellement diffusée et éventuellement, d'ailleurs, vous y aurez accès. Donc, si on arrive à créer quelque chose d'intelligent, au moins on pourra le partager de manière un peu plus large. Donc, avec cette question de l'accessibilité, se pose une autre question qui est celui de la responsabilité. Donc, effectivement, je travaille beaucoup aujourd'hui, notamment chez Blue 9, sur des questions d'intelligence collective grosso modo d'innovation démocratique. L'innovation démocratique, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun puisse prendre conscience de ces sujets pour prendre des positions. C'est facile de parler de démocratie liquide, mais si on ne sait pas de quoi on parle, c'est un peu plus complexe. Donc de sortir du débat d'experts pour le rendre accessible. Mais la contrepartie, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'en vrai, on se rend compte que ce qui peut être un mot buzzword sans grand intérêt, qu'est l'intelligence collective, on se rend compte en le travaillant au fond que c'est possible, mais ça demande en gros du sang, de la sueur, des larmes, pour paraphraser un autre... gars qui n'aimait pas faire du sport. Bon, voilà. Et la responsabilité, c'est la responsabilité de tous et de chacun de s'impliquer dans ces sujets. On a pris connaissance et donc on essaie d'établir des positions. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels on travaille. Alors, pour vous donner un exemple, je suis désolé, c'est moins joli, mais c'était pour vous donner un exemple de ce sur quoi on travaille d'un point de vue d'intelligence collective. On part d'une idée simple qui est celle de la conversation. En fait, imaginez-vous en situation, quand est-ce que vous allez être capable de donner le meilleur de vous-même ? Ce sera sans doute lorsque vous serez dans des conditions dans lesquelles vous vous sentez dans un cadre bienveillant, c'est-à-dire qu'en gros on ne vous juge pas, dans lesquelles on ne vous demande pas de vous exprimer sur un sujet très précis en décidant quelles en sont les causes, puis en séquençant votre raisonnement pour savoir quelles en sont les conséquences, etc. Mais c'est d'engager un dialogue. Il y a une phrase que j'aime bien de John Dewey, qui est un philosophe, qui dit « Democracy begins in conversation ». Et je pense qu'il a fondamentalement raison. Le départ, c'est quand on parle et quand on s'exprime. Et quand on s'exprime, parfois on essaie de faire un peu attention, typiquement quand on est face à une 50aine de personnes et structurer un petit peu son propos, mais souvent... ça part un peu dans toutes les directions. L'exemple que vous avez sous les yeux, c'était dans le cadre d'un débat qu'on avait sur les innovations sociales pour les personnes marginalisées. Et il y a une certaine Hélène Aguilar, je ne sais pas qui c'est, qui participait à ce débat en ligne. Et en fait, quand elle parlait, je l'ai surligné, peu importe le fond, mais grosso modo, ce dont on se rendait compte, c'est que
elle discutait avec elle-même, enfin elle écrivait, elle pourrait le faire avec Siri, en parlant, enfin peu importe les interfaces, mais grosso modo, à un moment elle parle d'un problème, à un moment elle parle d'une solution actionnable, à un moment elle parle d'exemple, à un moment elle parle d'un concept, etc., etc., etc. Et donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour nous assurer que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sur un sujet. On avait un débat en cours sur la gouvernance de l'intelligence artificielle qui était passionnant à ce titre-là. Et à nous de faire le boulot, en partie humaine, en partie assistée par l'intelligence artificielle, pour retraiter cette information et être capable de la catégoriser et d'en inférer des liens. Voilà. Donc on laisse les gens faire ce qu'ils savent le mieux faire, être créatifs, être divergents, passer d'une idée à l'autre par association d'idées. Et ensuite, nous, on utilise l'intelligence artificielle en l'occurrence pour essayer de retraiter cette matière de manière à pouvoir avancer, non seulement avec ce qu'a dit par exemple Hélène, mais également Jean-Pierre ou Paul, ou etc., et en organisant des croisements entre ces différents sujets. Et ce faisant, on avance sur des travaux d'intelligence collective. Tu évoquais des grilles de perception de la manière dont chacun se comporte. On est tous différents. Là, en l'occurrence, dans le profil que vous avez sous les yeux, c'est hyper intéressant parce que on a identifié des types de profils en fonction de quand est-ce que les gens interviennent dans un débat, est-ce que c'est au début ou à la fin, est-ce qu'ils apportent plutôt des solutions, est-ce que... Et en fait, c'est... Appliqué par exemple à une grande entreprise, c'est fascinant parce qu'on se rend compte que des gens qui vont être considérés comme des stratèges, c'est peut-être la personne que personne n'a jamais entendue qui est comptable dans le bureau au fond à droite, mais c'est lui qui en fait est capable d'apporter un ensemble de solutions parce qu'on l'a sollicité sur une consultation ou un débat qui correspond à ce qu'il aime, à ce sur quoi il a sans doute travaillé à l'extérieur, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment LinkedIn et Facebook vont fusionner, hein, le monde professionnel et le monde... De nos facettes extérieures, à un moment ou à un autre, tout ça va converger. Bref, il a des centres d'intérêt, il a des appétences et il est capable de les mettre au service du collectif. Donc en gros, ça veut dire qu'on revoit toute la manière dont fonctionnent les organisations pour tirer le meilleur parti de ce que chacun est au niveau individuel et ensuite, et ça c'est des discussions que j'aimerais avoir avec vous aussi, et qu'on commence à avoir, qui sont sur quelles sont les meilleures équipes possibles entre des gens qui ont des profils différents. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. On peut être stratège, c'est pas mieux que idéateur. C'est juste des profils différents. Comment est-ce qu'on fait collaborer les gens entre eux pour pouvoir continuer à avancer. Donc on travaille sur ces choses-là. Donc là, c'est d'un point de vue relativement essai. Et je voulais conclure sur justement, j'ai évoqué, et j'ai mis même je vous ai mis sous les yeux une photo qui était extraite de la série Black Mirror, que j'avais un petit peu détournée. Et ce que je voudrais vous engager à garder en tête aussi pour qu'on puisse continuer à débattre, c'est que là encore, sur la manière dont on fonctionne, on est encore, de mon point de vue, à l'enfance de l'art. C'est-à-dire qu'on analyse que des arguments rationnels qui sont échangés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe de l'essai à la fiction. Donc on a lancé un autre petit projet qui s'appelle Bright Mirror, par opposition à Black Mirror, dont l'enjeu c'est la coécriture collaborative d'imaginaire positif, et c'est de se dire comment est-ce que je fais pour me projeter dans le futur, et comment est-ce que je fais pour écrire avec d'autres des imaginaires positifs. Donc il y a plein de possibilités. Soit j'écris un texte et d'autres écriront d'autres. On a mis en place des premiers tests d'ateliers, en l'occurrence le dernier a eu lieu au Tank, où on a 60 personnes qui ont coécrit des scénarios avec une auteure de science-fiction pour les guider, parce que la page blanche, c'est un peu compliqué, en 1 heure, et on a arrivé à un résultat complètement incroyable. Je donne un exemple qui m'est revenu en tête avec ce que tu disais sur comment est-ce qu'on analyse les postures et comment est-ce qu'on s'y adapte. Un petit groupe de tribes qui fonctionnait à 3 en collaboration d'écriture est arrivé, on va dire, à l'extrapolation des concepts de synesthésie. Vous voyez, la synesthésie, c'est quand on voit tous en couleur. Bon, là, en l'occurrence, imaginez un monde qui est le nôtre, sauf que là, je vous vois en fonction des couleurs que vous projetez, fonction de votre état mental. Il y en a qui peuvent être un peu fatigués, d'autres qui sont extrêmement intéressés, d'autres qui se disent bon, la confrécédence c'était mieux. Enfin, bon, en gros, je vois grosso modo on voit ces émotions. Donc, pareil, c'est à nous de décider comment est-ce que ça reste utopique ou comment ça devient dystopique. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour mieux fonctionner ensemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un imaginaire qui a été créé. Je vous en cite un, et il y en a eu déjà 300 créés de ce type-là. Voilà. Donc, on commence à avancer sur ces sujets pour essayer, idéalement, de coécrire notre futur. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire à 1 milliard, mais on se donne à peu près 1 an. Voilà, merci.